Bienvenue à tous et à toutes, nous voilà à la médiathèque. On va vous présenter donc les 6 romans en lice pour le prix Renaudot des lycéens 2021. Moi c'est Elisa. Et moi c'est Manon. C'est parti. Je vais vous présenter maintenant le livre de Sophie Avon, Une femme remarquable. Là, on est mais totalement dans une saga familiale. Sophie Avon va nous raconter l'histoire de sa famille qui tourne autour du personnage de sa grand-mère. Sa famille, là nous sommes dans les années 30 jusqu'à 50, vit en Algérie. Alors ce n'est pas des immigrés, enfin ils viennent de France mais du coup 1 à 2 générations au-dessus. Donc du coup ce sont vraiment des gens qui sont nés en Algérie, qui considèrent que leur terre est l'Algérie. Ce sont des pieds noirs, bien intégrés dans la société pieds noirs et même au-delà. Et Sophie Avon a une qualité remarquable, c'est que du coup elle arrive à nous projeter dans cette Algérie de ces années-là, avec ses décors, sa chaleur, ces gens qui vivent, et c'est très agréable de se retrouver à cette époque-là et dans ce milieu-là. Mais le cœur du livre est vraiment donc cette grand-mère qui donc qu'on va suivre de la trentaine à la fin. Dans son mariage avec Marius, son mari, avec ses 2 enfants, Henri, donc, qui est le père de l'auteur, et sa petite sœur qui s'appelait Simone. Et on va savoir dès le début que Simone décède. Elle décède de maladie à 5 ans. Et là, on va vraiment être dans comment vivre dans cette famille après ce deuil-là. Je ne parlerai pas forcément de reconstruction, parce que pour moi je ne l'ai pas vécu comme ça, c'est plus comment continuer à vivre malgré l'épreuve que l'on subit, le deuil d'un enfant, comment arriver à continuer à vivre, et tous ces personnages-là vont arriver à continuer à vivre parce qu'il le faut. Et le personnage de Mime, de la grand-mère, on va vraiment la voir se révéler aussi en tant que femme, ses choix, le fait qu'elle veut être libre. Et à côté de ça, elle a toujours un enfant. Et on va aussi voir Henri qui doit continuer aussi lui à vivre. Et que c'est compliqué parce qu'il était plus âgé, il avait 12 ans quand l'accident, enfin le décès se produit. Et lui aussi de se reconstruire avec des parents endeuillés, où c'est compliqué. Et voilà, on continue à voir cette famille qui continue d'évoluer. Il y a des personnages vraiment beaux, des petits portraits beaux, notamment un grand-père. Le grand-père du père de Sophie Avon, qui voilà est présent, et les grands-parents sont présents, et c'est des beaux personnages. Voilà, c'est assez lumineux malgré la thématique. Et puis cette Algérie qu'on va voir pendant la Seconde Guerre mondiale, et en 1945 où on voit les premières vraies tensions entre Algériens et Français qui vont amener de toute façon à l'indépendance, enfin à la guerre qui se passera plus tard. Mais du coup voilà, c'est un très bon livre, ça se lit aussi plutôt facilement, c'est assez dense quand même dans l'écriture et dans l'histoire, mais du coup voilà, c'est quand même porteur d'espoir dans le sens où voilà, tout le monde arrive à continuer à vivre, et non, c'est une belle découverte et c'est à conseiller. Voilà. Je vais vous présenter donc un autre des romans en lice pour le prix Renaudot des lycéens, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Amélie Nothomb qui fait son entrée pour la première fois dans la sélection du prix Renaudot des lycéens. Donc son roman cette année s'appelle Premier sang, il est édité chez Albin Michel, et c'est un roman aussi de famille, un roman autobiographique puisqu'elle va évoquer son père. Il faut savoir qu'elle a perdu son père pendant la crise du Covid en 2020, il est mort du Covid, et elle n'a pas pu, comme beaucoup de gens en France et en Belgique, puisqu'elle est belge, accéder à son père jusqu'à la fin. Donc vraiment, elle en a été assez traumatisée de cette fin de vie de son père. Et pour lui rendre hommage, en fait, elle va nous donner accès à la vie assez incroyable de ce père Nothomb. Et c'est étrange parce que je trouve que ça donne aussi des clés pour comprendre le personnage d'Amélie Nothomb, qui est ce personnage fantasque que tout le monde connaît. Et donc on va découvrir l'enfance du père d'Amélie Nothomb, une enfance vraiment
étonnante, pris entre une famille aristocratique bourgeoise de Bruxelles, très, très, très conforme, enfin voilà, tout ce qu'il faut, et puis l'autre partie de la famille Nothomb, qui aussi est une famille de grande bourgeoisie aristocratique, mais totalement désargentée, qui vit dans un château limite en ruine, avec une flopée d'oncles et tantes, puisque du coup c'est le rapport que le père d'Amélie Nothomb a avec ses gamins qui sont du même âge que lui, mais en fait ce sont ses oncles et ses tantes, mais qui sont ce sont des enfants sauvages qui vivent à la campagne comme ça, avec cette famille désargentée qui essaye quand même de maintenir un peu les apparences. Mais contrairement à ce qu'on attend, le père d'Amélie va être complètement subjugué par cette bande de gamins cette bande de gamins va lui apprendre à vivre, à se débrouiller, et ça va être très marquant pour la suite de la vie du père d'Amélie, puisqu'il va se retrouver diplomate en Afrique, au Congo belge, à un moment dramatique lors d'une prise d'otage à Stanleyville, une prise d'otage qui va durer plusieurs mois et où il va jouer un rôle capital. Donc voilà, c'est une histoire de famille dans un style très clair, très limpide, puisque Amélie Nothomb a cette caractéristique d'avoir des livres qui sont fluides et très rapides à lire. C'est une histoire émouvante, avec vraiment une galerie de personnages, que ce soit le père d'Amélie, son père, enfin sa famille, des deux côtés sont vraiment attachants et un peu burlesques des deux côtés, en fait, dans des registres différents, mais quand même. Et voilà, une lecture très aisée et un beau portrait de famille, en plus, vrai, puisque c'est la famille d'Amélie Nothomb. Voilà. Je vais vous présenter La carte postale d'Anne Berest aux éditions Grasset. Donc c'est un livre qui a déjà marqué pas mal la rentrée littéraire, il est sélectionné dans plusieurs prix, et on va partir dans une histoire de famille autobiographique, puisque c'est la famille d'Anne Berest. La carte postale, c'est tout simplement cette carte postale qui figure sur la couverture, que la famille d'Anne Berest va recevoir en 2003 de mémoire, et sur lesquelles il y a juste 4 noms. Il y a Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Et ces prénoms, c'est pas n'importe quoi, si j'ose dire, pour la famille de Anne. Ce sont des disparus de la Shoah. C'est le frère et la sœur de sa grand-mère et les parents de sa grand-mère qui ont été malheureusement déportés et qui ont fini tous les 4 massacrés à Auschwitz. Et Anne, donc le récit s'ouvre sur cette carte postale que la famille reçoit, et la famille ne sait pas qui a envoyé cette carte postale. Il n'y a rien dans la carte postale pour leur dire qui a envoyé cette carte postale. Et surtout, la grand-mère, donc la seule survivante de sa famille, n'a jamais vraiment évoqué la disparition de ses proches. Et Anne va donc être interpellée à la fois par la carte postale et par l'histoire de Myriam. Et elle va demander à sa mère, donc Lélia, la fille de Myriam, quelle histoire en fait découle, quelle est l'histoire de cette famille malheureusement traumatisée par la Shoah. Et donc la première partie du roman, c'est l'histoire de Lélia, qui raconte l'histoire de cette famille et de ses disparus. Donc déjà, cette première partie est extrêmement émouvante, puisqu'elle met vraiment des visages réels sur la Shoah. On a tous lu beaucoup de livres, de fiction notamment, ou vu des films sur le sujet, mais là, vraiment, Anne a un pouvoir d'évocation de sa famille très intéressant au travers, en fait, le récit que Lélia, sa mère, fait. Et les mots sont très justes, les portraits sont très justes. Et donc, on découvre l'histoire dramatique de cette famille qui, à la base, est une famille russe, de juifs russes émigrés. Après plusieurs pérégrinations, ils posent leur valise, si j'ose dire, en France, dans les années 30, malheureusement. Et on va vivre cette famille jusqu'à leur disparition. Et surtout, on va comprendre pourquoi Myriam a survécu. Et puis, la deuxième partie du livre, ça va être l'enquête. Puisque Anne va laisser tomber un petit peu cette histoire de carte postale pendant plus de 10 ans, et puis un événement va se passer dans sa vie qui va lui donner envie de reprendre cette histoire de la carte postale et de savoir qui l'a envoyée, et surtout de terminer un peu l'histoire de cette famille, puisqu'il y a la fin, la déportation, et puis l'histoire de Myriam, elle est incomplète. Donc on va suivre Anne et sa mère Lélia à travers cette enquête qui fait le cœur de la deuxième partie du livre jusqu'au bout, et donc jusqu'au bout on saura enfin qui a envoyé la carte postale. C'est un livre absolument merveilleux, un vrai joyau, un vrai bijou de cette rentrée littéraire. Vous serez happé dès les premières pages, impossible de le lâcher jusqu'à la 512e page, qui vous donnera en plus la révélation de qui a envoyé la carte. Un suspense, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie évocation de la Shoah, de l'antisémitisme, même aujourd'hui. La question de l'antisémitisme en France aujourd'hui est bien évoquée. Et puis, voilà, c'est passionnant de bout en bout.
à conseiller dans cette rentrée littéraire et on est très heureux qu'il soit sélectionné pour le prix Renaudot des lycéens. Là, je vais vous présenter Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. Mathieu Palin est journaliste et il va se retrouver à rencontrer un homme qui s'appelle Toumani Coulibaly, qui est un homme de son âge, qui vient en gros de la même cité que lui et qui est en prison. Là, ils se rencontrent, ils vont se voir une fois par semaine, une amitié va se créer et du coup va en découler ce livre. Ce livre est un témoignage de comment un homme qui se trouve en prison n'avait rien à y faire, parce que du coup c'est un garçon qui est très intelligent, surtout un champion de France d'athlétisme. C'est un champion de haut niveau qui est très connu dans le monde de l'athlétisme. Mais qui n'a pas pu se sortir de la spirale de délinquance dans laquelle il était tombé quand il était petit. Et le sport, qui pourtant le portait vraiment, lui donnait des objectifs, n'a pas réussi à le sortir voilà, de cette spirale de cambriolage, de délinquance. Et c'est ce qui interpelle du coup Mathieu Palin, l'auteur. Et il va essayer de comprendre comment cet homme peut être en prison et pourquoi. En parallèle, ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que Mathieu Palin se questionne aussi sur sa vie, sur ses choix en fait de vie, notamment pourquoi le milieu carcéral l'intéresse autant. Et je trouve que à la fois on est touché par l'histoire de Toumani Coulibaly, mais je trouve aussi que c'est très intéressant de savoir, de voir la démarche de l'auteur, du pourquoi il fait en fait ses livres, pourquoi il a choisi ses thématiques d'articles, pourquoi ce milieu de l'incarcération, il se livre aussi dans ce livre. Et on a du coup finalement deux vies racontées ici. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant, c'est très bien écrit, c'est fluide, c'est intéressant, c'est un reportage en fait. Et du coup, ça peut nous questionner aussi sur notre système, notre société, notre système pénitentiaire, mais enfin judiciaire même plutôt, et notre société. Est-ce qu'on est prédestiné à devenir délinquant? Est-ce que du coup on est prédestiné à devenir athlète? Est-ce que du coup on est prédestiné à devenir journaliste? Enfin, il y a un peu ce côté-là et oui, voilà, je vous le conseille, il est vraiment très très bien. Et voilà. Je vais vous présenter le livre d'Étienne Kern, Les Envolés. C'est un premier roman, un roman historique. Il se déroule dans le Paris des années 1910 et on va découvrir un personnage assez singulier, un homme, Franz Reichelt, un émigré qui vient d'Autriche et qui a réussi à s'intégrer totalement dans la France en devenant tailleur pour dames. Il a sa clientèle, tout se passe très bien, c'est quand même un homme qui vit seul, mais du coup, voilà, il a une vie plutôt rangée, très calme, voilà. Et on est dans une atmosphère, dans l'atmosphère des pionniers de l'aviation, où voilà, il y a énormément de choses qui se mettent en place autour, les premiers dirigeables, les premiers avions, notamment avec énormément d'accidents qui se produisent avec de nombreux morts. Il arrive que dans une journée, il y ait 3 personnes qui décèdent suite à leurs essais pour du coup essayer de voler. Et là, cet homme-là va se mettre, je ne vous explique pas pourquoi, parce que du coup, ce serait un peu déflorer l'intrigue, donc il va se mettre à vouloir créer un parachute. Et ça va devenir un peu une obsession, il va créer un prototype de parachute, et sans vous spoiler, parce que du coup, on le sait dès le début, il va monter en haut de la tour Eiffel, enfin, la première plateforme, et il va sauter, mais le parachute ne s'ouvrira pas. Et il a été filmé, on peut aller sur internet pour retrouver la vidéo, hein, elle est assez célèbre, de cet homme qui
pourquoi va en venir à sauter et à aller au devant de la mort, parce que du coup il savait quand même un peu que ça ne marcherait pas. Donc on va découvrir ce personnage là. La construction du récit est assez originale parce que du coup on a des passages où on a l'histoire de cet homme, on a des passages où du coup l'auteur va questionner un peu cet homme-là, pourquoi il en est arrivé à découvrir ce personnage. Et c'est aussi un peu, on a des thématiques de deuil, on a des thématiques de rencontre, d'amour. Il y a beaucoup de choses dans ce roman, encore une fois très original et très facile à lire. Voilà, vraiment à découvrir un bon premier roman. Je vais vous présenter le rapport chinois de Pierre d'Arcagnan aux éditions Anne Carrière. Il s'agit d'un premier roman. Et ce livre est une véritable caricature, donc je préfère prévenir, les personnages dedans sont vraiment esquissés à gros traits et c'est fait exprès, puisqu'on va avoir des personnages misogynes, des personnages racistes, mais c'est à bon escient, si j'ose dire, pour servir l'intrigue, qui est une intrigue vraiment burlesque, une sorte de grand dîner de cons. Je peux pas le dire autrement, puisque toute la première partie, vraiment, nous donne à voir deux personnages principalement, dont Tugdual, le personnage principal de ce livre, Tugdual qui est embauché grâce à ses compétences, alors des compétences que vous découvrirez qui sont en fait de l'incompétence, hein, mais il est embauché pour son incompétence et il va rester plusieurs années payé 7 000 € par mois à ne rien faire. Et ça ne le dérange pas du tout. D'où sa compétence d'incompétence, si j'ose dire. Donc déjà, le début pose la situation. Il est dans un bureau toute la journée, vous verrez ce qu'il fait de ses journées, c'est du très grand n'importe quoi, hein. Quand je parle de dîner de con, on en est là. Et un jour, quand même, un autre con, si j'ose dire, vient dans son bureau pour lui demander un rapport sur la Chine. Il n'en saura pas plus, c'est à lui de pondre ce rapport. Donc on est assez déstabilisé au début si on n'est pas habitué à lire des romans caricatures parce que vraiment c'est tellement énorme qu'on se dit mais où est-ce que ça va aller? Et je vous rassure, à partir à peu près un tout petit peu avant la moitié du livre, la réalité rattrape ces personnages un peu cons. Et là on comprend en fait que ces personnages sont destinés à être justement les héros d'une farce et d'un dîner de cons, les victimes d'un dîner de cons si j'ose dire. Alors, c'est beaucoup plus vaste qu'un dîner de cons, vous verrez, puisque là, l'auteur, le but de ce livre est vraiment de dénoncer notre système financier, notre système capitaliste, basé beaucoup sur des montages et du vent. Beaucoup de vent, beaucoup de placements qui n'ont pas lieu d'être, du blanchiment d'argent, des placements frauduleux, mais qui sont quand même sous couvert de la loi possible. Enfin voilà. Sans détailler. Alors bien sûr, l'auteur va revenir un peu sur tous ces systèmes financiers, mais vous n'êtes pas obligé de les comprendre, puisque tout est vu au travers de Tugdual, du regard de Tugdual et de son acolyte, donc forcément, ils sont tellement cons que on n'a aucun complexe à moins comprendre. Ne vous inquiétez pas, on suit totalement l'affaire jusqu'au bout, et surtout, on comprend mieux dans quelle situation il se retrouve, et pourquoi Tugdual se retrouve à pondre un rapport chinois, et surtout à ne rien faire de ses journées pendant plus de 3 ans. Donc un livre humoristique, accrochez-vous, voilà, il faut avoir envie de lire une caricature, mais si vous avez envie, vous ne vous ennuierez pas jusqu'à la fin, puisque vraiment, bah, voilà, hein, le plaisir étant d'en connaître la fin de cette triste affaire, enfin pas triste affaire, mais disons dans cette affaire de dîner de con. Voilà.